À la une ce soir, l'inquiétude de la famille d'Augustin Nélien, 73 ans, disparu depuis mardi. Une nouvelle fugue d'un malade de l'Alzheimer. Nous reviendrons plus largement sur ces disparitions en Syrie et sur les solutions pour les prévenir. Dans votre journal également, à la recherche de la maison résistante au séisme et au cyclone, nous sommes allés au Salon de l'Habitat à la rencontre des professionnels du bâtiment et de Martiniquais qui souhaitent un habitat plus sûr. Les belles images de la fête de Diwali, fête des Lumières pour les Indiens en Martinique. La communauté hindoue était réunie hier soir pour un moment rempli de spiritualité. Et puis le Golden Lion, victorieux du Good Luck 4-0, est titulaire donc d'une place pour la suite de la Coupe de France. Nous y reviendrons dans votre page sport en fin de cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Derrière chaque nouvelle disparition annoncée, l'inquiétude des familles. Augustin Nélien, 73 ans, activement recherché depuis mardi. C'est un nouveau malade de l'Alzheimer qui a échappé à la surveillance de ses proches. Alors qu'une nouvelle battue était organisée ce matin, nous avons également rencontré un professionnel qui propose des montres GPS. Le reportage de Sandrine Claude. Mais pour le moment, on n'a rien vu, chérie. C'est gentil de ta part de m'appeler. 5 jours après la disparition d'Augustin Nélien, les recherches se poursuivent. Tôt ce matin, proches, amis et voisins ont mené une battue pour retrouver le septuagénaire. On a pu faire Rivière des Alpes 1. On a même traversé une rivière et on est arrivé sur place par ici. Même si on n'est pas en famille, il faut s'entraider. On a fait un beau travail, mais ça n'a rien donné. C'est ça qui est surprenant. On ne sait pas où se retrouve l'homme à ce moment-là. Souffrant de la maladie d'Alzheimer, l'homme avait déjà disparu en 2015. Il avait été retrouvé 4 jours plus tard. Aujourd'hui, si sa femme garde encore espoir, elle se dit totalement désemparée. La nuit, je pleure. La journée, je pleure. Heureusement, j'ai du monde qui m'encourage. J'ai mon fils, j'ai mes 2 fils qui sont là. Mais je peux plus. Je vous dis maintenant, je peux plus. Je ne peux plus, je veux savoir, Moi-même, je dis, à un moment, je vais partir. Il faut que je le trouve. Je ne vais pas attendre les gens. Il faut que je trouve mon mari. Si l'entourage est bien mobilisé, la famille estime que les autorités, elles, ne sont pas assez impliquées. L'hélico tourné à peu près 2 fois une demi-heure, et puis c'est fini. Comme jusqu'à maintenant, c'est mon fils qui était obligé d'appeler à l'instant, demander un petit peu qu'est-ce qui se passe. Le cas d'Augustin Nélien n'est pas isolé. Ces derniers mois, les disparitions inquiétantes de personnes âgées se sont multipliées. Marie-Augustin, 81 ans, disparue en septembre. Ginette Cogirard, surnommée Finotte, 82 ans. Ses proches n'ont plus de ses nouvelles depuis juin. René Norel, 66 ans, disparu pendant presque une semaine, finalement retrouvé. Une vraie source d'angoisse pour les proches. Pourtant, des dispositifs existent pour prévenir la disparition des personnes vulnérables, comme cette montre équipée d'un système GPS. C'est juste une montre sécurisée qui permet de géolocaliser, mais permet aussi à la personne qui la détient, d'appeler des proches. On met systématiquement en place une barrière aux alentours de l'habitation de cette personne, qui permet, en cas de fugue, si cette personne franchit la barrière, on reçoit une alarme et à ce moment, on met en place tout le système de récupération. Augustin Nélien est porté disparu depuis mardi après-midi. Si vous avez la moindre information concernant l'homme, contactez la brigade du Gros Morne au 0596 67 80 63. Et cet avis de recherche lancé par la gendarmerie après la disparition inquiétante de Bridget William, 15 ans, scolarisée au lycée de Châteauboeuf. Elle n'a pas donné signe de vie depuis vendredi. Si vous avez des informations, contactez les forces de l'ordre au 05 96 65 01 46, 05 96 65 01 46. Un mot de politique. Bruno Nestor Azero, candidat au municipal anticipé de Sainte-Marie, annonce faite ce dimanche lors d'une réunion du mouvement d'initiative populaire. Une décision qui fait suite à la démission du conseil municipal après des dissensions dont la majorité menée par René Vaténard. Le chef de file du MIP, député du Nord, Bruno Nestor Azero, souhaite donc retrouver son siège qu'il avait quitté en raison de la règle du non-cumul des mandats. L'élection doit se dérouler en novembre prochain. En bref, l'indice de la qualité de l'air de ce dimanche pour l'agglomération de Schœlcher, Fort-de-France et Lamentin, 8 sur 10. Pour demain, l'indice prévisionnel est de 6. La procédure d'alerte pourrait être levée.
Un salon, celui des influenceurs, ces personnalités venues du monde de l'Internet qui donnent des conseils sur la mode, la cuisine ou l'achat de produits high-tech et drainent parfois des milliers de personnes ce matin. À l'habitation Belfort, ils ont pu rencontrer une partie de leur public. Ces réactions recueillies par Sandrine Claude. Pour qu'on puisse rencontrer nos abonnés et puis développer un petit peu ce que c'est le métier de youtubeuse, blogueuse, ce qu'on peut apporter finalement. C'est important pour moi de revenir et de travailler avec des entreprises locales pour montrer que ici aussi on peut avoir un impact. Ici aussi il faut qu'on se mette à l'ère des réseaux sociaux parce que c'est maintenant en fait les réseaux sociaux et c'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans. Il y en a beaucoup donc il faut savoir se démarquer et essayer de toujours comment vous expliquer, se actualiser, se personnaliser, se vendre en fait. Il faut se vendre. Le concept, il est très simple, c'est de permettre aux followers qui sont en Martinique de rencontrer leur personnalité sur les réseaux sociaux. Elles travaillent pour la plupart à leur compte donc sur les réseaux sociaux. Elles représentent des marques. C'est une fête célébrée par 1,3 milliard de personnes à travers le monde, la Diwali, fête des Lumières, une célébration majeure et populaire des Indiens. En Martinique, les membres de la communauté hindoue étaient réunis hier soir pour partager ce moment fort, empreint de symboles et de spiritualité. Le reportage de Yohan Boulard. Au rythme des instruments, la communauté honore sa divinité. J'allume un dja sur le kolam pour la déesse Lakshmi. Déesse de la lumière dans la religion hindoue. Grégory allume une lampe en terre cuite et fait brûler le camphre, la symbolique. C'est la victoire du bien sur le mal. La fête des Lumières trouve son origine dans l'histoire d'un dieu parti récupérer sa promise des mains de son ravisseur. Revenu triomphant à la tombée de la nuit, sa victoire est célébrée par les habitants à la lueur des lampes. Aujourd'hui, comme Yasmine, c'est en famille que les croyants rendent le culte. Je suis avec mon fils, ma mère, mes cousins, ma cousine, mes cousines, mon père, ma mère, tout le monde. Voilà, toute la famille. C'est une fête importante, qui est la fête de la lumière, de la prospérité, de l'amour. Donc, voilà, c'est le partage. Cette divinité-là, elle est représentée par trois divinités. Brahma, Vishnu et Shiva. Ces pratiquants profitent de l'occasion pour célébrer plusieurs autres dieux par des poussets. C'est des offrandes naturelles, des fruits, de l'eau, du pangou, du kanji. C'est que du végétal aujourd'hui. La Diwali, importée en Martinique par la nouvelle génération, elle est célébrée depuis une vingtaine d'années par les hindous de l'île. Elle revêt pour eux une dimension essentielle. Même si nos anciens n'avaient pas amené Diwali dans le patrimoine culturel, aujourd'hui nous avons adopté Diwali. Diwali est pour nous aujourd'hui importante. La fête du Diwali, c'est pour nous importante, primordiale. Et c'est central aussi pour le plan de la spiritualité, pour chasser l'ignorance spirituelle, pour amener la paix, la concorde entre les hommes et la paix dans le monde. La Diwali fait partie des temps forts du calendrier hindou, au même titre que la fête de Ganesh ou celle de Kali. Clap de fin pour le salon Timoun Expo au Palais des Congrès de Madiana. Une quarantaine d'exposants a présenté des offres commerciales pour les familles et surtout pour les enfants. Cette année, le thème l'écologie et la sensibilisation pour les tout-petits. Ces réactions recueillies par Yohan Boulard. Je suis allée à la récré ciné et j'ai appris comment on fait les dessins animés. J'ai vu un clown. Aussi j'ai vu une dame qui maquillait et aussi je suis très belle. J'ai fait un jeu, il fallait se mettre par 3 ou bien 2 ou bien 4 parce que le clown demandait des numéros, il fallait obéir au clown.
Il y a différents stands, c'est vraiment intéressant. Il y a des activités pour les enfants, ils font des petits ateliers, il y a le goût, il y a des ventes de livres, de coffrets de livres. Non, vraiment c'est intéressant. Je suis contente d'être venue. L'enfant reste un grand questionnement pour les parents qui ont vraiment envie que l'enfant s'épanouisse le mieux possible et avoir des solutions sur le bien-être de leur enfant, sur leur éducation. Et c'est ce qu'ils peuvent trouver au travers du salon, au travers de conférences et d'ateliers. Donc c'est effectivement un salon d'enfants, mais c'est le salon de la famille. Donc les enfants ont des activités ludiques, mais aussi à la fois pédagogiques, des ateliers. Donc il y a des ateliers de cuisine, des ateliers d'infographie, des ateliers de prise de gestion de la caméra, prise de parole. C'est vraiment impliquer l'enfant et l'aider à découvrir plein de choses et à augmenter son éveil personnel. Restez avec nous à suivre dans votre journal cette belle prise lors d'un tournoi international de pêche sportive, doublé d'un beau geste de solidarité, vous allez le voir. La fin du relais pour la vie cet après-midi au stade Georges Gration, un bilan positif pour les organisateurs et pour les participants. Et puis la success story de Kalash, le dernier album du Martiniquais, truste les premières places des téléchargements sur Internet. Mais d'abord, ces images de la remise des prix de la 27e édition du tournoi international de pêche sportive de la Martinique. Et c'est Sandrine Mauger de l'embarcation Bendito qui a remporté la compétition à l'issue de 3 jours au large de la Martinique. Une victoire acquise à la dernière minute. Écoutez sa réaction recueillie par José Le Chertier. Je pense que c'est une très belle édition. Difficile au début, mauvaise mer, la pluie, pendant les 2 premiers jours. On a pris 2 marlins quasiment en 1 heure. Le premier en 20 minutes et 15 minutes après on en a pris un second. Donc à mon avis ça a été une très belle journée. J'ai un équipage formidable, j'ai un capitaine qui a manœuvré comme il fallait. On a eu vraiment énormément de chance, ça c'est sûr. Mais je pense que ça a été vraiment une osmose entre la mer, le choix de l'heure, le choix de la distance des leurres et ça a été parfaitement. Musique maintenant avec cette success story, on peut le dire, pour l'artiste Kalash, qui est au sommet de son art avec un nouvel album qui est sorti le 13 octobre dernier. Rebecca Riol revient pour nous sur la carrière étonnante de cet artiste. Alors, on a un petit souci au niveau de ce sujet. On va revenir sur ce tournoi de pêche. Je vous le disais, il y a un instant, un thon d'une 40aine de kilos a été pêché lors de ce tournoi et a fait des heureux au foyer de l'Espérance. Le poisson a été gracieusement offert. Il constituera de son repas pour les jeunes en difficulté. Le reportage de José Le Chertier. Livraison express d'un thon frais d'une 40aine de kilos au foyer de l'Espérance. Au lieu de le partager entre pêcheurs ou de le déguster à l'occasion d'un barbecue géant, le Martinique Billfish Association le remet gracieusement aux jeunes dans le besoin. Participer, contribuer à ce que les enfants, en plus on fait ça pour des enfants, n'est-ce pas, qui sont quelquefois défavorisés ou difficiles, puisque tout le monde connaît la devise et l'œuvre du foyer de l'Espérance. Donc en fait, faire ce geste, pour nous, ça nous donne beaucoup de fierté. Ce thon source de protéines riche en vitamines A, D et B représente un peu plus de 200 repas. Pour conserver toute sa saveur, il faut lever les filets et le réserver au frais. Un mets de choix qui sera décliné dans tous ses états. On peut le faire traditionnellement, comme on le fait, soit fruits marinés, soit on élabore 2-3 recettes, genre poisson bonne femme par exemple, pour leur permettre de voir de nouvelles techniques de recettes de cuisine. Manger sainement, déguster les fruits du terroir, c'est dans cette démarche que s'inscrit le foyer de l'Espérance. Je pense que ce qui est aussi important, c'est de faire comprendre aux jeunes que les produits naturels sont de bonne qualité pour eux et que ça peut être que bénéfique pour leur santé. Séduit, le foyer de l'Espérance devrait permettre à des jeunes de travailler de concert avec le Martinique Billfish Association dans le but de les initier et de comprendre le sens et les valeurs de la pêche. Voilà pour cette belle action de solidarité. Et on en revient donc à la success story de Kalash. L'artiste martiniquais a sorti, je vous le disais, son dernier album, Moi Camoun, le 13 octobre dernier. Et déjà, l'opus est dans le top 10 des téléchargements sur Internet. Retour sur cette ascension incontrôlable avec Rebecca Riol. Plus rien n'arrête le chanteur martiniquais. Son nouvel album, sorti le 13 octobre dernier, se place dans le top 3 du classement iTunes. Le clip éponyme comptabilise plus de 14 millions de vues
en 2 semaines. Sur cet opus, on retrouve des chansons déjà connues du grand public, mais aussi des inédits avec Vybz Kartel et les rappeurs français du moment, Damso, Niska et La Crime. Mwakamoon, c'est aussi le nom de son nouveau label créé en juin 2017. Ce nouvel album va-t-il permettre à Kalash d'accéder au rang de superstar ? Retour sur l'ascension fulgurante du jeune prodige de la musique dancehall. 7 ans après la sortie de son premier album, le jeune Kevin a bien évolué, le nombre de vues explose sur sa page YouTube, plus de 142 millions au total, et voici Taken, l'un des tubes des vacances 2016. La chanson se hisse en tête du classement de ses plus gros succès sur le web, avec plus de 32 millions de vues. Omniprésent sur les réseaux sociaux, ses interviews font le buzz. Près de 800 000 internautes suivent son actualité sur Facebook. C'est 2 fois plus que le Guadeloupéen Admiralty, son acolyte du Général Crew. Kalash a franchi la barre des 480 000 abonnés sur Instagram et la photo qui annonce la naissance de sa fille récolte plus de 65 000 j'aime. Le chanteur est productif, il enchaîne les tubes depuis 2014. Son album Chaos, vendu à plus de 50 000 exemplaires, est certifié disque d'or. Il aurait pu faire un sans faute sans ses déboires avec la justice. Pour rappel, le chanteur a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour port d'armes illégales. Ses prises de position à l'encontre d'une chaîne de télévision musicale auraient pu menacer la suite de sa carrière. Jamais je travaille avec Trace parce qu'il ne passe pas les Antillais. Il lui en faudra plus pour le freiner. En moins de 5 ans, Kalash a réussi son pari, faire connaître son univers musical au-delà des frontières de la Martinique. À l'aube de ses 30 ans, tout lui sourit. Il affiche un palmarès musical plutôt impressionnant. Voilà pour cette success story. On continue de parler musique et dans le cadre des journées de la harpe, nous recevons, on peut le dire, 3 sirènes, 3 musiciennes. Nous avons sur notre plateau Claire Le Fur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Glissando qui organise ces journées de la harpe en Martinique, mais également en Guadeloupe et en Guyane. Vous êtes accompagnée du jeune harpiste Emma Tomaso, bonsoir. Bonsoir. 18 ans et déjà une prodige. Et puis, vous allez le voir tout à l'heure également, nous sommes accompagnés d'Annabelle qui nous vient de Cuba et qui va nous faire une démonstration dans quelques instants. Alors d'abord, on va se concentrer sur ces journées de la harpe qui ont vu le jour en 1993. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la genèse de cet événement? J'habitais donc sur la Martinique et je me suis dit il faut rendre hommage à la grande harpiste Lily Laskin que j'ai eu la chance de bien connaître et qui était née en 1893. Il y a eu des grandes manifestations sur Paris et je me suis dit allez, on va fêter ça à la Martinique et voilà comment sont nées les premières journées de la harpe. On a fait toute une exposition sur elle, on a rassemblé les orchestres de Guadeloupe et de Martinique. Vous savez, à l'époque, c'était M. Naboulet qui dirigeait l'orchestre à la Martinique et Jean-Pierre Vollery à la Guadeloupe, des Chevaliers Saint-Georges. Et on a donné 2 grands concertos, concerto pour flûte et harpe de Mozart, de Handel. Et voilà comment sont nées les journées de l'harpe sur 2 jours. Et après, on m'a dit, mais maintenant, il faut continuer, maintenant que tu as commencé. Et voilà, on en est à la 25e année. Alors, 25 ans plus tard, qu'est-ce que c'est les journées de la harpe? Alors, on a vu qu'il y avait des rencontres avec des scolaires, mais aussi pour que le public martiniquais puisse découvrir et apprécier cet instrument majestueux. Voilà, parce qu'en fin de compte, c'est un instrument qui apporte quand même beaucoup de calme, de bonheur. Et c'est pour ça qu'on va jouer aussi au centre pénitentiaire, on joue beaucoup dans les EHPAD, on va jouer aux Orchidées avec Gertrude Sénin. Et donc, entre les écoles maternelles et les personnes âgées ou les hôpitaux aussi, on va jouer aussi à la Ménard. Je pense que les journées se sont continuées. Et le fait d'aller jouer dans les petites communes, dans les villages, ça permet aux gens de ne pas se déplacer, de faire 1 heure ou 2 heures de route. Et donc, c'est comme ça que les journées ont pu continuer et s'étendre après à la Guadeloupe et à la Guyane. Alors Emma, vous êtes, je le disais, entre guillemets, une prodige de cet instrument à 18 ans. Qu'est-ce qui vous motive à pratiquer cet instrument qui pourrait, par ailleurs,
être vu comme un instrument un petit peu vieillot par les autres jeunes? Je dis ça comme ça, je caricature un petit peu. Alors, en fait, je me suis passionnée au fur et à mesure et puis c'est vraiment une manière pour moi de m'exprimer. Et en fait, la caricature vieillot, elle est plus tellement... c'est un peu le cliché, mais au final, à chaque fois, les jeunes de notre âge, ils sont plutôt époustouflés et se disent « waouh, la harpe !» Et puis, enfin... Alors, qu'est-ce qui te fascine dans cet instrument par rapport à d'autres? Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, c'est nous qui mettons la pression sur les cordes et on sent vraiment qu'est-ce qu'on va jouer, quel son va sortir. Et en fait, dans tous les instruments, on décide, mais je trouve plus particulièrement à la harpe, il y a ce côté à la fois percussion et super mélodieux. Et du coup, j'aime beaucoup ce... Alors, on va rappeler un petit peu l'origine de cet instrument. C'est vrai que dans la culture populaire, il est notamment souvent associé aux sirènes. Voilà, et c'est pour ça qu'on a décidé, il y a quelques années, avec Michel Métairie et Albert Falco, vous savez, le capitaine de la Calypso, de mettre la harpe sous la mer. Parce que justement, ça représente beaucoup, vous savez, l'eau qui coule et toutes ces sensations de fluidité. Donc, on a une harpe qui avait été inventée par Didier Budin en composite, donc en plastique, si vous voulez, un peu, avec des cordes nylon. Et on a fait l'expérience de mettre la harpe sous l'eau, de jouer sous la mer pour les poissons. Je ne sais pas ce qu'ils entendent, mais on a l'impression qu'ils s'approchent. On a fait plusieurs films qui ont pour but, en fin de compte, de faire connaître les fonds sous-marins à tous les jeunes. On est passé dans les écoles, au Carbet, aux prêcheurs, pour leur faire connaître les fonds et leur montrer qu'il faut protéger ces fonds sous-marins. Donc on accompagne avec les musiciens du quintet les poissons et c'est pour ça qu'on a un peu l'impression d'être une sirène sous l'eau quand on joue de la harpe sous 15 mètres de fond. Après, sur écran géant, on peut faire comme sous l'eau et les gens ont l'impression ils entendent le son alors que sous l'eau, on n'entend rien. Ça donne envie. On va revenir sur ta carrière, Emma. Qu'est-ce qui t'attend là en ce moment? Est-ce que tu prévois, est-ce que tu as des rendez-vous dans les prochains jours, dans les prochains mois? Des concerts, des rencontres? Alors, j'ai quelques concerts de prévus. En fait, j'étudie en Suisse, donc avec les Tetsia Belmondo, et puis donc... en Suisse, on a quelques projets avec orchestre ou en solo des fois. Et puis des grands concours, surtout. Voilà. Ouais, du coup, il y a aussi, je participe à plusieurs concours en ce moment. Ah bien, félicitations. On va justement profiter du talent d'une harpiste qui est invitée dans le cadre de ces journées de la harpe. Elle s'appelle Annabelle Guterres. Elle vient de Cuba. Elle va nous faire une démonstration en direct sur ce plateau. Allez-y.
Alors c'est magnifique, on aurait aimé entendre ça plus longtemps. Merci beaucoup Annabelle Guterres. Donc rappelle donc cette harpiste invitée dans le cadre des Journées de la Harpe. On va rappeler rapidement les dates du concert. Et surtout dire que Emma a commencé la harpe avec moi quand elle avait 6 ans. Vous vous rendez compte quand même. C'est quel chemin parcouru. C'est formidable d'avoir une Alors élève rappelez-nous les dates des concerts. Très très important. Donc les journées ont déjà commencé depuis un bout de temps. Mais ce qui est très important surtout, c'est qu'on sera à Tartane pour un stage et des masterclass. Donc tous ceux qui veulent se renseignent au diapason et on aura les 2 journées de stage et masterclass le 24 et le 25 octobre. Ensuite, le 25 octobre, une date très importante, on fera un concert à 17 h, donc là-bas au village de vacances. Puis le soir, on a rendez-vous le 25 au soir au restaurant L'Indigo, au restaurant flottant, et c'est les Cubains qui vont jouer là-bas à partir de 20 h. Ensuite, le 26, le jeudi 26, là c'est une très très grande journée parce qu'il y aura une harpiste qui va jouer d'abord au Baba au Rhum, puis, vous savez, sur Fort-de-France, à 19 h 30 avec percussion. Nous, on aura notre grande soirée cubaine avec Annabelle à l'honneur au Centre culturel du Bourg du Lamentin de 19 h 30 avec tous les musiciens réunis. Et le soir, on sera au Saxe pour écouter les Cubains pour finir la soirée. Et le festival finit vendredi. Ce n'est pas fini, il finit vendredi avec un grand concert au François en soutien aux sinistrés de Maria et de Irma. Et au Carbet, au restaurant 1643, ça sera pour le trio cubain. Merci beaucoup Claire Voilà Le Fur. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Clisondo qui organise ces Journées de la Harpe. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation et nous voilà détendus pour la suite de notre journal. Et nous revenons donc, c'est ce que nous disions au titre des maisons à l'épreuve des cyclones à l'occasion du Salon de l'Habitat qui s'est tenu ce week-end à Dillon. La résistance au vent de plus de 300 km/h est-elle possible? Quelles sont les dernières innovations disponibles? Réponse avec ce reportage signé Anaïs Gall. D'énormes pieux enfoncés à plusieurs mètres de profondeur pour consolider les fondations de la maison. Grâce à cette technologie venue tout droit du Canada, Armancy espère opter pour une construction plus résistante. Vu tout ce qui se passe en ce moment, donc il faut réfléchir beaucoup avant de faire quelque chose. Après une saison cyclonique très agitée, de plus en plus de Martiniquais souhaitent fortifier leurs habitations, comme avec ces installations qui semblent avoir fait leurs preuves lors des dernières intempéries. Tout de suite après Maria, nous sommes allés voir nos clients qui auraient pu avoir souffert du cyclone dans la ville du Carbet, des restaurateurs de bord de plage. Rien n'avait bougé, ils ont enlevé le sable et ils ont redémarré leur travail tout à fait normalement. Ça a été immédiat. Les autres restaurateurs qui n'avaient pas la chance d'être fondés sur Technopieux sont venus nous demander des devis. Des maisons modernes, parasismiques et paracycloniques, c'est le défi de cette société de construction. Ici, les bâtiments sont conçus pour supporter les rafales, une problématique désormais centrale pour de nombreux clients. Les gens sont beaucoup plus pointus que les années précédentes. On nous pose des questions sur la résistance au vent, sur l'anti-arrachement, des questions qui n'existaient pas auparavant. Je pense que les événements derniers ont fait que les gens sont conscients aujourd'hui d'une réalité qui est un changement climatique, puisqu'on n'avait jamais rarement eu des vents aussi forts, et qui a permis aujourd'hui aux gens véritablement de s'intéresser à leur construction beaucoup plus qu'avant, leur façon de construire. C'est le cas de Philippe et Delphine, propriétaires d'une maison. Ils sont soucieux de l'impact d'éventuelles catastrophes naturelles. Respecter surtout les normes, vous voyez ce que je veux dire, pour pas qu'en cas de cyclone, comme on en a eu il n'y a pas longtemps, que la toiture s'envole pas, quoi. Hein. Voilà, tout simplement. Oui, effectivement, on fait très attention à ce genre de problématiques. En cas de vent fort, ce sont souvent les baies vitrées qui présentent le plus de risques. Cette entreprise propose des fermetures dernier cri. Aluminium, polycarbonate, les modèles sont testés pour résister à des vents très forts. Une norme paracyclonique, c'est 220 km/h grand maximum. Comme les pergolas à lame orientable qu'on fait en couverture, elles sont testées en soufflerie à 220 km/h lame fermée. Après, ça ne veut pas dire que ça casse à 230, ça veut simplement dire que le fournisseur respecte la norme. Mais on n'est pas là sur des résistances comme Irma où pour le moment il n'y a rien qui existe qui puisse supporter ça.
En plus du vent, la saison cyclonique apporte la pluie et l'humidité. Chaque année, les maisons subissent des problèmes d'infiltration que cette société traite avec des produits adaptés. Il faut protéger le béton parce que le béton n'est pas étanche d'une manière générale. Et à ce moment-là, il faut appliquer des produits d'étanchéité. Et au niveau de la tôle, il faut faire très attention au niveau des serrages, au niveau des fixations, au niveau des tire-fonds. Si la Martinique n'a pas subi de dégâts majeurs lors du passage des ouragans le mois dernier, les îles voisines n'ont pas été épargnées. De quoi tirer la sonnette d'alarme et de s'équiper en attendant la saison prochaine. Voilà, c'est l'heure de retrouver votre page sport. Et je vous le disais en titre de cette édition, le Golden Lion qualifié pour la suite du Tour de la Coupe de France avec le club colonial. Il représentera les couleurs de notre région, de la Martinique, lors de cette compétition ouverte à tous les clubs de France. Hier soir, les Joséphins ont assuré avec 4-0 marqués en fin de rencontre. Le résumé du match avec José Le Chertier. L'entame du match est à mettre à l'actif du Golden Lion en rouge. Les Joséphins imposent leur jeu, mais la défense foyalaise est bien présente et ne laisse rien passer. Les hommes de Julien Certet tentent de trouver la faille, mais aucune action ne trouve le cadre. La suite du jeu est décousue et aucun but n'est marqué. À la pause, le score est nul et vierge. Au retour des vestiaires, la physionomie du match ne change pas. Le jeu des deux formations est complètement désorganisé. Le Goodluck s'offre deux opportunités. La première est mal cadrée. La seconde échoue dans le néant. À bout de force, les Foyalais craquent. Ils commettent la faute. Thierry Catherine ouvre le score. Le Golden Lion mène 1-0. À la suite d'un jeu organisé des hommes rouges, Kevin Parsemin aggrave le score, 2-0. Le Golden Lion continue sur sa lancée avec Alvin Lamazine, mais la défense un peu trop musclée commet l'irréparable. Clovis Alexandrine est expulsé. Et l'artilleur Parsemin règle sa visée et triple la mise pour le compte de ses couleurs, 3-0. La formation du Goodluck est totalement désorientée. Parsemin en profite et tétanise l'adversaire. Le Golden Lion s'impose sur le score de 4-0. En 3 ou 4 ans, le Golden Lion a gagné toutes les compétitions locales en Martinique. Il y a 2 ans, on a battu Noisy-le-Sec ici, mais on a échoué en France. Donc cette année, on veut gagner un match en France. C'est vrai qu'en première mi-temps, on ne s'est pas créé énormément d'occasions. Le jeu était un peu stéréotypé. Mais par la suite, nous avons haussé notre niveau et nous avons pu faire la différence en deuxième mi-temps. Quand vous avez l'opportunité de gagner un match, il faut le gagner. En première mi-temps, c'est nous qui avons les occasions, on ne les met pas. Eux, ils les ont sur un coup franc qu'on ne doit pas concéder. Et après, le reste, je dirais, c'est du détail. Parce qu'on prend 2 buts après l'expulsion d'un joueur, bon, ça n'a plus aucune valeur. Le Golden Lion de Saint-Joseph est qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France qui aura lieu en France le 11 novembre. Et on fait tout de suite le point sur le reste de l'actualité sportive avec José Le Chertier. En cyclisme, clap de fin pour le championnat de la Caraïbe. Honneur aux femmes. Danielle Campbell de Trinidad s'est imposée. Elle double la mise. 2 médailles d'or, une pour la course en ligne et l'autre pour le contre-la-montre. La jeune Trinidadienne inscrit son nom pour la 2e fois de l'histoire puisqu'elle a gagné cette épreuve l'année dernière. Chez les hommes, la course en ligne a été remportée par Juan José Cuanto Montero de la République dominicaine. En sport mécanique, la 5e manche du championnat de Martinique de course de côte s'est disputée sur le tracé de Petit-Bourg. Le plus petit parcours, mais très technique et rapide. Ivan Michel s'est imposé. Il est suivi de Jean-Marc Dondin et de Philippe Duféal. En
En sport collectif, clôture de la 4e journée de handball avec la rencontre phare opposant l'USC Citron en orange à l'Arsenal du Robert. Si dès les premières minutes, les Robertines impriment le rythme, les Foyalaises font bloc. Le tableau d'affichage en témoigne, le score est très serré. Sursaut d'orgueil des Citronnaises, elles font le break et prennent l'avantage à la mi-temps. Le score est de 15-11. Retour des vestiaires, si les filles de Pachal tentent de recoller. Les filles de José Blaisès pressent la défense robertine. L'USC Citron s'envole et gagne sur le score final de 31-25. La 3e journée du championnat senior basket a rendu son verdict. Chez les femmes, l'affiche du week-end a opposé la Gauloise de Trinité au Golden Lion. La victoire a choisi le camp des Trinitéennes, 48-30. Notons dans les autres rencontres la victoire de l'Éclair du Black Star. Chez les hommes, pas de surprise, les favoris, l'USD Écossaise, le Sporting Club Lamantinois, le Golden Lion et l'USAC se sont imposés. Sport collectif toujours avec la 3e journée de volleyball. Chez les femmes, victoire de l'Éveil face au Rayon 3-7-0. Le Smash Club a battu l'Éclair 3-7-0. L'Espoir de Saint-Clus s'est imposé face au Good Luck 3-7-0. Au classement, l'Éveil est en tête à 9 points. L'Espoir est 2e à 6 points. Le Smash Club est 3e à 5 points du leader. Chez les hommes, victoire de l'Espoir de Saint-Clus et du Rayon. Au classement, l'Espoir et le Good Luck se partagent les points de la première place. Le Rayon est 3e à 5 points. Sport et solidarité pour terminer avec près d'une centaine de milliers d'euros récoltés pour la Ligue contre le cancer lors du relais pour la vie. La manifestation s'est terminée cet après-midi au stade Georges Gration du Lamentin après 24 heures de course non-stop. Le bilan est positif tant pour les organisateurs que pour les participants, comme vous allez le voir avec ces réactions recueillies par Anaïs Gall. J'ai pensé que cet événement était très bien. Il y avait beaucoup de personnes qui couraient et qui marchaient. Et moi aussi, j'y ai participé. J'ai couru et j'ai beaucoup aimé. Pour ma famille et parce que c'est un mouvement assez important, je pense. L'association Nordic Events, on a été bénévole sur cet événement depuis tout le long des 24 heures. Donc justement, pour nous, c'est beaucoup d'avoir pu participer à tout cet événement. Vraiment depuis le début, depuis les réunions et voir comment ça s'est passé, c'est rien à dire. Franchement, c'est un plus pour nous. Nous avons choisi de participer à cette manifestation parce que nous estimons que c'est une cause qui nous concerne tous en fait, le cancer, et on a décidé en fait de participer parce qu'on souhaite que ça devienne l'affaire de tout le monde, de tous les karatékas, de tous les pratiquants de disciplines associées de la Ligue en fait. Nous avons progressé, nous avons aussi progressé, augmenté notre objectif puisque je rappelle que les fonds récoltés par le Relais pour la vie, en tout cas pour les 3 dernières éditions, c'est pour financer l'espace de bien-être, Espace Ligue APZO. APZO, c'est activité physique et soins socio-esthétiques en oncologie. Donc nous avons eu déjà 170 000 € sur les 2 précédentes éditions. Et si nous obtenons ces 120 000 € ou 130 000 €, nous pourrons avoir les 300 000 € que nous souhaitons avoir pour commencer ce projet. Et c'est ainsi qu'on referme cette page sport. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle donc ce rendez-vous pour ceux qui veulent faire un don du sang. Demain, vous avez rendez-vous entre 8h30 et 13h30 au supermarché Casino du Lorrain. Donc avec toute l'équipe de l'EFS Martinique, supermarché Casino du Lorrain. Je vous rappelle les principaux titres développés dans cette édition. On en a parlé au début de ce journal, une battue pour retrouver Augustin Nélien, 73 ans, malade de l'Alzheimer. Des solutions pour les familles face aux fugues de leurs proches, avec notamment des montres GPS qui sont disponibles pour repérer les malades. Notre reportage au salon de l'habitat en quête de maisons résistantes au séisme et au vent cyclonique, une demande de plus en plus forte à laquelle tentent de répondre les professionnels du bâtiment. Spiritualité et religion avec la fête de la Diwali, fête de la lumière, fêtée par les Indiens en Martinique. La communauté hindoue était réunie à Dilan pour célébrer cette fête hier soir. Et puis, il était question de sport avec la qualification du Golden Lion pour la suite de l'aventure dans la Coupe de France après une victoire 4-0 hier soir face au Good Luck. Tout de suite, la météo présentée par Ruth Fortuna. À 20h05, votre téléfilm Sexy Dance. Demain, vous retrouverez Sabrina Doré dès 18h50 pour la tranche info. Excellente soirée à vous. Merci de votre fidélité.